Bonjour entrepreneurs du futur, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo des pros du réseau, on va aborder un thème auquel la majorité des entrepreneurs sont confrontés à la création de l'entreprise. Comment bien choisir votre statut? C'est vrai que quand on démarre une entreprise, on n'est pas forcément comptable dans notre activité, je pense pour la majorité d'entre nous. Mais alors du coup, savoir si on met une société, une entreprise individuelle, micro-entreprise, SAS, SARL, je ne sais pas vous, mais pour moi, tout ça c'était d'un flou artistique. Alors j'ai demandé à Laetitia Divis, expert comptable et nouvelle pro du réseau, de nous éclaircir sur le sujet. Vous êtes prêts? C'est parti! On va voir aujourd'hui les différentes structures qui existent quand on crée une activité. L'entreprise individuelle. L'objectif d'une entreprise individuelle, les démarches sont vraiment simplifiées parce que du coup, le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de la personne est confondu. Donc juridiquement, elles forment une seule et même personne, ce qui veut dire que du coup, si l'entreprise ne fonctionne pas correctement et que que l'entreprise a beaucoup de dettes et que n'arrive pas à en faire face, du coup, les créanciers pourront venir saisir la résidence principale. Alors, il existe tout de même une possibilité de protéger cette résidence principale. Il suffit donc de faire une déclaration auprès d'un notaire qui valide une déclaration d'incessabilité de la résidence principale. Donc, à ce moment-là, les créanciers ne pourront pas venir prendre sur la résidence principale. Au niveau de l'entreprise individuelle, donc comptablement, il faut faire un bilan, donc comme dans chaque structure qu'on va voir après. Le premier bilan de l'entreprise clôture forcément le 31 décembre, même si on commence une activité au mois d'avril, par exemple. Au niveau fiscal, la structure de l'entreprise individuelle permet plusieurs régimes fiscaux. On a tout d'abord, on en entend assez parler, le régime auto-entrepreneur. Donc là, en fait, ça correspond au régime micro-entreprise. Donc là, l'imposition se fait sur le chiffre d'affaires, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut déduire aucune charge. Les impôts impliquent un abattement sur ce chiffre d'affaires et à ce moment-là, la personne est imposée sur la différence. Si on est sur un régime réel d'imposition, on prend en compte le chiffre d'affaires hors taxe qui est réalisé sur l'exercice. On déduit l'ensemble des charges qui sont liées à l'activité. Ça va être les charges, le loyer, ça va être les matières, ça va être le téléphone, les frais d'entretien, les frais d'assurance, les frais d'honoraires. Et on détermine ainsi le résultat de l'entreprise. Soit on a un bénéfice, soit on a une perte. Et c'est ce résultat qui est soumis à l'impôt sur le revenu et au RSI. C'est la base de l'impôt sur le revenu et du RSI. Donc là, en fait, juridiquement, la personne qui crée la société va être associée de cette société. Elle va mettre du capital dans la société et elle va être limitée à l'apport qu'elle aura fait. C'est-à-dire que si une personne met un capital de 1 000 euros, si la société fait faillite, l'associé sera responsable à hauteur de ces 1 000 euros. La société est une personne morale, l'associé est une personne physique associée de cette société. Là, on a vraiment une distinction au niveau du patrimoine, juridiquement. Ensuite, si on prend le point comptable, donc comptablement, il faut établir un bilan. Donc là, la première date de clôture, on clôture pas forcément le 31 décembre. En fait, on peut faire un exercice plus petit ou plus grand que 12 mois. On peut aller jusqu'à 24 mois. Après, ça dépendra, si on est sur une activité saisonnière, si on est sur une activité qui nécessite des frais importants au début d'exercice, du coup, on peut se permettre de faire un exercice plus long qui, du coup, couvrira les frais qu'on a eus au départ. Si on prend donc tout ce qui est l'aspect fiscal des sociétés, donc là, on va distinguer deux statuts particuliers. On va avoir d'abord tout ce qui va être SARL et EURL. Donc une SARL, c'est une société à responsabilité limitée et une EURL, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et on va avoir de l'autre côté tout ce qui est SAS ou SASU, société par action simplifiée et unipersonnelle si on est tout seul en fait, si on est associé tout seul. On distingue en fait les deux structures parce que au niveau social, il y a une distinction qui va être faite. Au niveau comptable et au niveau fiscal, le fonctionnement va rester le même.
C'est-à-dire qu'on tient compte du chiffre d'affaires, on vient déduire l'ensemble des charges qu'on a sur la société, et cette fois, on va déduire la rémunération du gérant ou du président, suivant le statut qu'on a choisi, et les charges sociales qui correspondent. Donc, si on est sur une SARL, là, on parle de gérance. Du coup, la rémunération de la gérance sera soumise à l'impôt sur le revenu et au RSI. Si on est sur une structure SAS, là, on parle d'un président. Et du coup, la rémunération de ce président va être soumise à l'impôt sur le revenu. Mais cette fois-ci, on ne va pas être au RSI, mais à l'URSSAF. La distinction, elle est essentiellement ici. C'est-à-dire qu'en SAS, vous êtes un salarié, mais un salarié particulier, puisque du coup, vous n'êtes pas soumis à la législation du travail. C'est-à-dire que les 35 heures ne vous concernent pas. Et en contrepartie, vous n'avez pas les exonérations de charges sociales qu'on peut avoir sur un salarié normal. En contrepartie, dans les deux cas, on ne cotise pas au chômage. Vous pouvez cotiser sur des caisses privées qui ont le même fonctionnement que Pôle emploi. Au niveau de Pôle emploi, donc si vous êtes en tant que créateur d'entreprise inscrit à Pôle emploi et demandeur d'emploi, vous avez le droit de bénéficier de ce qu'on appelle l'exonération ACRE. Donc c'est une exonération des charges sociales la première année, qu'on soit au RSI ou qu'on soit à l'URSSAF. Donc quand on a le régime fiscal, donc il est le même pour les SARL et pour les SAS, donc on détermine le résultat et c'est ce résultat qui est soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc le taux est de 15% jusqu'à 38 120 €. Au-delà, c'est 28%. Donc là, on a vraiment une distinction au niveau fiscal entre l'aspect propre au gérant ou au président via l'impôt sur le revenu et l'aspect fiscal de la société. Ensuite, on a possibilité, quand on est en société, de faire ce qu'on appelle une distribution de dividendes. C'est-à-dire qu'au lieu de rémunérer le travail qui est fourni dans la société, on rémunère le fait que les associés ont mis du capital dans la société. À ce moment-là, en fait, on prend le résultat et on dit sur ce résultat, on rémunère en fait les associés, on leur redonne une part de ce résultat. Le régime fiscal sera le même au niveau des associés, c'est des revenus de capitaux mobiliers, mais au niveau social, il y a une distinction. Dans les SARL, le gouvernement part du principe que les personnes qui travaillent, donc c'est-à-dire les gérants dans l'entreprise, sont les mêmes que les personnes qui ont investi dans l'entreprise, c'est-à-dire les associés. Donc ils partent du principe que quand on fait une distribution de dividendes, c'est un peu une rémunération du travail déguisée. Donc en fait, ils soumettent ça à charge sociale. Donc le RSI passe par là et prend un pourcentage sur la distribution de dividendes. Au niveau de la SAS, vu que vous êtes soumis à l'URSSAF, il n'y a pas cette notion de charge sociale. Vous êtes imposé qu'à l'impôt sur le revenu. Quand on est en entreprise individuelle, du coup, on est imposé, la base d'imposition de l'impôt sur le revenu et du RSI est le résultat. Donc, si on a un fort résultat, on va forcément payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc là, il peut être envisageable de passer en société pour, du coup, distinguer la rémunération de gérance, donc c'est-à-dire la rémunération réelle que prend le gérant ou le président, et du coup, sur laquelle il sera soumis à l'impôt sur le revenu, et puis de distinguer l'imposition de la société. Après, c'est à voir dans l'ensemble, selon l'imposition de la personne, selon le résultat qui peut être dégagé. Donc, chaque cas est un peu unique. Si on a une activité qui est que prestataire de service et où on n'a pas beaucoup de charges, du coup, on va tout de suite faire pas mal de résultats. Donc, du coup, c'est peut-être pas forcément l'entreprise individuelle qui est le meilleur régime. Et puis après, dans le même cas, ça va dépendre de la personne proprement dite. Parce que du coup, si la personne bénéficie d'allocation chômage, il peut être plus intéressant d'être en société pour justement pas qu'elle perde ce bénéfice du chômage. L'ACRE, en fait, on peut en bénéficier quand on est inscrit à Pôle emploi et qu'on est demandeur d'emploi. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet de bénéficier d'une exonération de charges sociales la première année. Donc cette exonération de charges sociales, elle s'applique qu'on soit en entreprise individuelle ou qu'on soit en société, SARL ou SAS. Après, du coup, on a la deuxième possibilité, c'est par rapport à Pôle emploi. C'est le mode de rémunération de Pôle emploi.
c'est-à-dire qu'on est inscrit comme demandeur d'emploi. En tant que créateur d'entreprise, on peut soit décider de maintenir les droits au chômage, c'est-à-dire que tous les mois, on continuera à percevoir nos allocations chômage, comme si on était à la recherche d'un emploi. Ou sinon, on a une deuxième aide qui peut être proposée par Pôle emploi, c'est ce qu'on appelle l'ARS. Donc cette fois-ci, en fait, l'ARS, ils vont calculer les droits, parce que du coup, on a droit au chômage pendant 2 ans, même si vous avez créé votre activité. Et en fait, ils vont prendre, l'ARS fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'ils prennent les droits au chômage que vous avez pendant ces 2 ans. Ils vous distribuent 55% de ces droits en 2 fois. Ils vous versent la moitié quand vous créez votre société ou votre entreprise et l'autre moitié à 6 mois d'activité. Les 45% qui restent, durant les 3 ans d'activité, si votre entreprise ou votre société ne fonctionne pas, vous pouvez décider d'arrêter la société ou l'entreprise, la liquider, fermer, et puis à ce moment-là, vous pouvez bénéficier des 45% de droits au chômage qui vous restent. Si vous dépassez ce délai des 3 ans, à ce moment-là, les 45% de chômage qui vous restent sont perdus. L'ARS, on peut l'avoir dans les 2 cas aussi. C'est exactement la même chose. On peut l'avoir si on est en entreprise individuelle ou en société. C'est pas fonction de la structure qu'on va créer, c'est fonction de la personne qui crée l'activité. En fait, c'est la rémunération des allocations chômage. Après, si on est en société, du coup, on va être sur une rémunération, donc on peut déterminer un montant de rémunération. Après, si on est en entreprise individuelle, la rémunération de l'entrepreneur individuel, ça va être le résultat. Donc là, on ne peut pas le déterminer à l'avance. C'est là où c'est un petit peu risqué de créer une entreprise individuelle si on a des droits au chômage, parce qu'après, on a le risque, en fait, de devoir reverser les droits au chômage qu'on a perçus à tort. Si on est demandeur d'emploi, qu'on est indemnisé et que l'indemnisation qu'on va recevoir du chômage nous permet de vivre normalement, à ce moment-là, on peut ne pas se rémunérer sur alors là, je suis dans le cas d'une société et non pas d'une entreprise individuelle. Donc, on peut décider de ne pas se rémunérer sur la société. Donc, on ne perçoit 0 rémunération. Mais si on est dans le cadre d'une SARL, là, en fait, on est soumis au RSI. Et le RSI, même si on ne perçoit pas de rémunération, demande en fait une cotisation minimum pour adhérer en fait à leur régime. Donc, même si on ne perçoit pas de rémunération parce qu'on est au chômage, on est obligé de payer une cotisation minimum. Si on est en SAS, du coup, on n'a pas ce principe-là, parce qu'on est soumis à l'URSSAF. Donc, si on n'a pas de rémunération à l'URSSAF, on n'a pas de cotisation à payer. Donc, quelquefois, si on est en début de droit au chômage, c'est-à-dire qu'on vient de s'inscrire au chômage et qu'on crée son activité tout de suite derrière, il est intéressant de se créer en SAS, parce que du coup, ça permet de percevoir les allocations chômage sans se rémunérer sur la société. Par conséquent, la société ne paye pas de charges sociales. Et puis, le fait de ne pas payer ses charges sociales et de ne pas rémunérer le président, ça lui permet de mettre de la trésorerie de côté. Parce que du coup, si on est de l'autre côté en SARL, du coup, on a une cotisation minimale au niveau du RSI. Donc, on est obligé de la payer. Après, voilà, chaque cas est unique. Donc après, c'est vrai qu'on peut recevoir les personnes en sachant que les premiers entretiens qu'on voit avec les personnes pour leur donner un peu plus de renseignements ne sont pas facturés. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller chez un expert comptable ou chez un avocat. Enfin voilà, on est là pour ça et pour conseiller les gens et puis pour les orienter comme il faut. Voilà, entrepreneurs du futur, vous avez désormais toutes les infos nécessaires sur les différents statuts d'entreprise qui existent pour la création de votre entreprise ou pour même revoir votre statut si vous avez déjà créé vers un statut qui sera peut-être plus adapté à votre activité. Quoi qu'il en soit, je vous invite très fortement à prendre contact avec un expert comptable comme Laetitia Divis. Je vous mets ses coordonnées ci-dessous et quant à moi, je vous souhaite tout le succès et je vous dis à très bientôt. Bye bye!